Legendary. Raconte une histoire, écrit une légende, c'est Raconte une légende, le podcast où on parle de la culture, l'art des passions avec des invités qui ont fait, font et feront dans le futur. C'est toujours ton host Nema et aujourd'hui on a un invité de marque, présentateur, DJ à ses heures perdues, il fait plein de choses, on le voit dans plein d'émissions, c'est Martin Vachiri. Est-ce que je l'ai bien dit? Oui, pardon, c'est ça, tout à fait. Je suis en train de faire une intro. Il est en gloire. Ouais. Martin Vachiri, tout à fait, c'est ça, c'est totalement bien prononcé, c'est totalement mon nom. Déjà, comment tu vas? Il fait chaud. Très bien. On va tout de suite préciser, parce que je vois venir les internautes. Il fait très chaud. Il fait chaud. J'arrive en scooter en 2 spies, je suis en retard, évidemment. C'est ça. C'est la semaine chaude. Voilà, il fait très chaud. Nous sommes début septembre. L'été indien à Bruxelles. Il fait extrêmement chaud, mais tout va très bien. Okay. Ma foi. Super. Tout va très bien. Ben, écoute, on a un peu de temps pour parler de toi, donc, moi, je veux parler un peu de, déjà, j'ai tellement de questions pour toi, là. Là, franchement, j'ai plein de questions, sur ce que t'as fait avant, ce que tu fais maintenant. Ma première question, c'est, t'es DJ, tu présentes des émissions, t'as check aussi. C'est avec quoi que tu commences? Dans l'ordre, c'est quoi l'ordre, ça? Bon, alors dans l'ordre de ce que j'ai commencé en premier, tu veux dire? Ouais, c'est quoi que tu fais d'abord? Non, en tout premier, j'ai commencé par être d'abord étudiant en journalisme et puis journalisme. Ok, étudiant. Donc là, j'ai commencé par ça, de base. J'ai travaillé pendant 8 ans à RTL, donc en Belgique, d'abord sur le site web puis à la télévision. Puis après, j'ai lancé Check en 2018. Et puis j'ai commencé à jouer de la musique en 2019. Donc voilà, dans l'ordre, c'est vraiment journaliste d'abord, créateur de médias et puis DJ. Ok. Et dans le journalisme, tu travaillais dans quoi précisément? Écoute, moi je bossais au journal télévisé d'RTL, donc je travaillais sur des sujets autant politiques qu'internationaux, des sujets liés à la technologie, des sujets sportifs. Ok. Je faisais un peu de tout en fait. Ok. T'es resté longtemps là-bas? Ouais, 8 ans. 8 ans, c'est bien. Ouais, mec. C'était amusant, et pourquoi t'as arrêté, surtout? Ben, j'ai arrêté parce que j'ai lancé Check. Ah, ok, donc c'était vraiment, Et ouais, c'était une évolution logique pour moi. C'est-à-dire que j'ai voulu suivre un peu ma passion. Ça fait des années que j'écoute du rap et que je travaille en marge du mouvement rap à Bruxelles et que j'avais envie de faire un truc un peu plus ambitieux. Et donc voilà, j'avais l'occasion de faire ça et je me suis lancé là-dedans. Et donc c'est essentiellement pour ça que j'ai arrêté, RTL. Et l'occasion de créer Check, c'est-à-dire, il fallait quoi comme ressources et moyens? Pourquoi ça a pris autant de temps? Ça a pris beaucoup de temps parce que lancer un média, c'est extrêmement compliqué. Ça demande beaucoup de temps, beaucoup d'argent et ça en rapporte très peu. En tout cas, dans un premier temps. Et nous, on a une chance assez extraordinaire, c'est que à l'époque, Radio Contact, qui fait partie du groupe RTL, voulait développer une plateforme web consacrée un peu à la musique rap. Et il savait pas très bien comment mettre ça en place. Donc en fait, les idées que j'avais avec le label, l'agence de booking Back in the Days et la boîte de prod Digizik, qui sont les 2 autres têtes de Check, ont rencontré les idées à l'époque de quelqu'un qui s'appelle Julien Mourlon, qui portait un peu le projet pour Radio Contact. Et donc on a convergé. Je suis bon là-dessus. Oui, c'est ça, c'est juste. On est dans une convergence d'idées pour créer Check au bon moment. Et donc on a eu la première année la chance d'avoir un financement du groupe RTL. Ok. Tu vois. Et puis par la suite on est devenu totalement indépendant et on vit grâce à nos collaborations commerciales, grâce à nos partenariats commerciaux. Ok. Et à la base, Check, c'était quoi l'idée du coup? C'est quoi l'idée de base? La base, c'était de documenter, de faire de la promotion et de parler de la chose rap différemment. Tu vois, c'est-à-dire en gros être ni dans un format de promo assez classique, ni dans quelque chose qui se faisait déjà. Donc on n'avait pas envie de reproduire un média qui existait déjà. Et on s'est dit, il y a une explosion des rappeurs belges en ce moment de par leur singularité. On va accompagner ça d'un point de vue médiatique. Et donc on a été un peu les premiers dans le paysage web à introduire des notions un peu plus d'humour, de divertissement dans le rap, à une époque où c'était encore assez sérieux, tu vois. Okay. Nous, on est arrivé avec des émissions comme Check Food, par exemple. Première saison, donc, dans les restaurants à Bruxelles avec Caballero et Jean Jass. Deuxième saison avec Al Capote dans un contexte de produits laitiers, de fromage, de ferme, etc. Ouais. Et on a amené de l'humour et du divertissement dans le rap. Des moments épiques. Exactement, bien sûr. Mais du coup, à la base, c'était pour vraiment se concentrer sur les artistes belges ou pas du tout? Non. C'était vraiment. On avait déjà une notion et la conscience que la musique francophone et que la musique tout court d'ailleurs traverse les frontières. C'est simplement au début, on a travaillé forcément avec des artistes belges au lancement du média. Okay. Et puis, on a très rapidement, dès la première année, dès les premiers mois même, en fait, on s'est ouvert aux artistes français et on n'a jamais arrêté, tu vois. Ok. Et là, c'est la 40e saison, là. Là, ça change. Je sais pas si on parle par saison parce que ça change maintenant. Oui, tout change un peu tout le temps, mais en tout cas, on est dans la 5e année de Check. Ok. Ouais, ça va vite, hein, tu vois. On a commencé le 1er février 2018. On est septembre 2023. Donc l'année prochaine, on va entamer déjà la 6e année de Check, quoi. Ok. Et pour toi, tu t'attendais à ce que, parce que moi j'ai l'impression, je sais pas si
pour vous c'est pareil. Moi j'ai l'impression que ça fonctionne super bien. J'ai vu des gens épiques sur vos médias, j'ai vu des moments épiques, des invités épiques. Est-ce que tu pensais que ça allait aussi bien fonctionner? Franchement, je pensais pas que ça allait fonctionner aussi bien, aussi vite. Tu vois, j'étais assez surpris, agréablement surpris. Moi, ce qui m'a le plus surpris, c'est parce que tu sais, sur YouTube, c'est pas tant vraiment en termes de vues et de choses comme ça, parce qu'on pourra jamais de toute façon rivaliser vraiment avec les gros créateurs de contenu et tout. Surtout qu'on a un tout petit média, mais c'est plus en termes de référencement. En plus la façon dont c'était référencé parmi les professionnels de la musique, parmi les rappeurs, parmi les gens qui bossent en label et tout, tu vois, le fait que très rapidement on soit installé comme un média qui fait partie du paysage rap, tu vois, et c'est sûr que là maintenant on produit beaucoup moins de vidéos qu'avant parce que le Covid est passé par là. Il y a une crise aussi qui se passe un petit peu au niveau des médias. C'est de plus en plus difficile de créer du contenu. On voit même qu'à l'international, des médias comme Vice ferment, tu vois. Donc c'est très difficile de faire d'avoir des médias indépendants en marge des grands groupes industriels ou médiatiques. Nous, on est à 100% indépendants et donc forcément on en souffre un peu. Mais on continue à exister, on continue à créer des nouvelles choses. On a une nouvelle série qu'on vient de lancer. On va encore lancer une nouvelle série d'ici à la fin de l'année, donc ça se passe bien. C'est sûr qu'on a moins de contenu qu'avant, mais on essaye de sortir des contenus de qualité à chaque fois qu'on en fait. C'est vrai. Et avant, tu mangeais beaucoup, maintenant tu bois. Maintenant je bois, effectivement, tout à fait. On a bien mangé. Place au digestif. Place au dijo. Et pour les concepts en général, c'est genre c'est penser, enfin, je sais pas si c'est une grosse équipe ou quoi. Comment vous pensez ces idées? Bah déjà, parce que ça peut sembler banal je vais inviter des gens, on va manger, mais ça doit enfin, il fallait y penser, ça n'existait pas, quoi. Franchement, je te jure, on a des idées, on a des idées débiles parfois, on a des idées parfois un peu moins débiles, et puis on les note. Ouais. On est avec des amis en concert, au restaurant, en festival, dans un bar, on a une idée, on la note, et on s'interdit rien, tu vois. Et donc du coup, il y a des concepts qui sont nés tout seuls dans ma tête. Il y en a d'autres qui sont nés avec d'autres copains, d'autres partenaires d'aventure, que ce soit chez Back in the Days, chez Digizik, mais même dans d'autres boîtes aussi, même d'autres amis qui m'ont suggéré des idées. Et puis on entretient ça comme ça, et puis on s'interdit jamais rien, tu vois. Du coup, on avait pitché Check Drink il y a plus de 2 ans, en disant ça arrive à la rentrée. Bon, c'est arrivé à la rentrée, mais la rentrée 2023, pas la rentrée 2021, quoi, tu vois. Et quoi? Mais du coup, Check Food, ça existe quand même encore? Alors Check Food existera toujours, mais pour l'instant, on a fini la série Check Food, en tout cas avec les produits laitiers. La première année, c'était avec Uber Eats. Les 2 années suivantes, avec notre partenaire les produits laitiers, nos amis pour la vie, bien sûr. Et Check Food peut renaître à tout moment. Tu vois, dès qu'on trouvera un partenaire intéressé, un nouveau concept pour renouveler, parce qu'on veut toujours se renouveler aussi, à tout moment, Check Food va renaître de ses cendres. Parce que je me suis posé la question, est-ce que pour toi, t'avais trop mangé? Enfin, t'avais fait peut-être trop d'épisodes, même si c'est jamais la même chose, parce que c'est des invités différents, des cadres différents, avec des chefs différents. Mais on avait fait un peu le tour, tu vois. C'est simplement que on n'avait pas envie de faire la saison de trop, ou de commencer à être un peu redondant et tout, tu vois. Faut savoir qu'on a quand même mis des concepts super différents. La première saison dans les restos, après Al Capote tout seul, puis après les tables avec plusieurs invités, tu vois. Allez, on a exploré pas mal de trucs. On a encore des idées, tu vois. On en a encore clairement plein. Mais là, pour l'instant, le focus qu'on met, c'est clairement sur Check Drink, qui est donc une nouvelle variation de Check, puisqu'on peut mettre ce qu'on veut derrière Check. En 2019, on a lancé Check Club, qui sont nos soirées, tu vois, en festival, dans les clubs, dans les bars, etc. Et là, on a lancé Check Drink. Et on est super content. Et le premier épisode avec cette gecko, on a plein de chouettes retours, tu vois. Ça se passe bien, on est content. Il va encore y avoir 2 épisodes qui vont sortir pour la première saison, qui vont sortir d'ici avant la fin de l'année. Et puis après, on verra si on renouvelle avec le même partenaire ou non. En tout cas, tu vois, la question se posera à ce moment-là. Et d'ailleurs, les partenaires de Check Drink, on a la chance de bosser avec Shake Your Future. Shake Your Future, c'est un programme du groupe Monde Bacardi qui forme des gens au métier de bartender. Et en fait, en gros, si tu veux, c'est des gens qui sont soit qui ont pas vraiment de taf ou qui sont un peu en galère dans la vie et tout, et qui ont dit tiens, on va te former comme bartender et tu vas pouvoir faire de ça une opportunité professionnelle. Ce qui est plutôt cool, correspond bien à nos valeurs aussi, tu vois. Et puis on tourne ça dans des lieux assez mythiques de la culture spiritueuse française. Voilà. Le premier, c'était au Palais Bénédictine à Fécamp, en Normandie. Et pour les deux autres, faudra attendre encore un peu, mais voilà, on a des trucs à faire. Et on a encore une autre série qui arrive bientôt aussi, dans laquelle on boit aussi, mais c'est pas l'élément central. Mais... dans laquelle on boit aussi. Il faut toujours un peu boire ou manger, quoi. Avec modération, toujours. Et qui est un ami. Par contre, tu présentes, t'animes souvent ces émissions. Tu t'es toujours dit que c'était toi qui allais animer ça? Comment ça s'est passé? Est-ce que t'étais à l'aise avec ça? En fait, si tu veux, ça dépend un peu des opportunités. Il y a des émissions que j'ai choisi de déléguer, enfin pas de déléguer, au contraire, pour lesquelles j'estimais qu'il fallait un host identifié, beaucoup plus à l'aise avec le fait de pouvoir être dans le divertissement à 100%.
Par exemple, ça, ce qu'on a fait sur Check Food, je me serais pas vu présenter Check Food. Sur Check Drink, c'est différent. Il y a aussi une capsule qui s'appelait Check Inside où c'était aussi un peu différent. C'est qu'en fait, là, il y a une partie un peu journalistique, question, une partie divertissement. Et je pense que j'ai encore, malgré tout, même si je suis très loin du journalisme d'avant, on va pas se mentir, encore un petit reste en moi qui, parfois crée encore un peu de pudeur pour me dire, viens, je vais aller à fond dans le divertissement et la déconne. Et des fois, je reste encore un peu inhibé par mon passé de journaliste, quoi, tu vois. Et j'essaie de m'en affranchir, tu vois. J'essaie de créer j'essaie de créer un peu différemment et tout, mais parfois, je sens que je reste encore un peu bloqué là-dedans. Et c'était quoi un peu tes inspirations mais c'est quoi un peu qui t'a influencé, tu penses, dans ta façon de présenter? Non, franchement, dans ma façon de présenter personne, vraiment. Tu penses non, vraiment pas du tout. Et genre, je le dis pas du tout par prétention, mais genre, ma façon de présenter vient naturellement de ce que je faisais comme métier de journaliste, tu vois. C'est-à-dire que j'avais mon propre style, ma façon de faire les choses et tout. Mais, tu sais, il y a pas un mec, que ce soit en France ou aux États-Unis, où je me suis dit, ouais, lui, c'est trop chaud ce qu'il fait, tu vois. Genre, ou en tout cas, pas au point de m'en inspirer. Il y a plein de gens que j'admire, plein de gens dont j'aimais bien le travail. J'aimais beaucoup ce que faisait Mouloud Achour il y a une dizaine d'années. J'ai toujours bien aimé le travail de Mehdi Maizi et je m'en suis jamais caché, tu vois. Voilà, pour citer juste 2 exemples comme ça. Mais dans mon style à moi, je me suis jamais inspiré de personne, non, parce que en fait, déjà ce que je proposais comme contenu, il y avait pas vraiment ça, il y avait pas vraiment d'équivalent, tu vois. Et puis aussi parce que j'avais envie juste de faire un peu le truc à ma manière, en fait, tu vois. Tout simplement. Non, mais je me posais la question parce que c'est pas forcément en idée de je me suis inspiré, mais des fois on a tellement consommé quelque chose que naturellement on se dit je sais pas, j'ai trop regardé Joe Budden, je ressemble à Joe Budden. Ouais, je te capte. Mais moi, en fait, le truc c'est plutôt l'inverse, c'est qu'on n'a pas assez consommé de ce qu'on faisait, donc on a voulu le créer, tu vois. C'est plutôt ça, c'est comme ça que ça se fait. C'est pas mal. Et est-ce que t'as un épisode préféré de Check Food? Est-ce que t'as un épisode qui est le tien préféré? Ça peut même pas être à cause de l'image, mais de ce que t'as vécu sur le moment. Ouais. Non, ça va être assez attendu comme réponse, mais pour moi, c'est clairement Al Capote au sein de l'agriculture. Parce que pour moi, en fait, si tu veux, celui-là, honnêtement, avec le recul, maintenant, je peux le dire et personne me dira que je me touche ou n'importe quoi. Pour moi, c'est un des événements, c'est une des vidéos majeures de la pop culture internet des 10 dernières années, tu vois. Oui. Franchement, je l'assume totalement, je le dis. Le fait d'amener le rappeur le plus grossier de France au salon de l'agriculture qui représente vraiment la France à l'ancienne, quoi, tu vois, genre. Mais que c'est, il fallait y penser. C'est le choc, c'est plus que le choc des cultures, c'est 2 plaques tectoniques qui se rencontrent et qui créent un volcan, tu vois. Et je peux regarder cette vidéo 100 fois, elle a pas vieilli, quoi. Mais je crois que tout le monde peut la regarder 100 fois. Et les interactions sont incroyables, les répliques il y a des répliques qui sont devenues cultes. Moi j'adore cette vidéo, je l'adore. Je l'adore vraiment et c'est vrai que c'est une des vidéos les plus connues de notre chaîne, je pense que c'est la plus vue d'ailleurs, ça se vérifie mais je crois. Mais ouais, pour moi c'est ça, c'est un objet de pop culture internet au même titre que pas mal d'autres classiques et je suis super fier d'avoir fait ça et je suis aussi fier d'en avoir fait d'autres qui sont restés dans la tête des gens et tout. Et d'ailleurs, tu vois, parfois ce qui me fait peur comme beaucoup de créateurs de contenu, c'est de se dire tiens, est-ce que je suis encore dedans ou pas? Ouais. Tu vois en janvier dernier, on a sorti une vidéo avec Lorenzo où on lui fait visiter Bruxelles, tu vois, de façon un peu décalée. C'est une vidéo qui a cartonné avec des super retours et tout, alors que c'est 4 ans après Al Capote, tu vois. Donc, je suis heureux de voir qu'on continue à maintenir des trucs cool avec des artistes que j'aime bien. On avait tourné une vidéo avec lui à Disneyland qui était aussi complètement folle, tu vois. Et on en a fait 2 avec Lorenzo et les 2 fois, ça a été un peu des classiques, tu vois. Ouais, donc, je suis trop content de ça. Il y a des vidéos qui ont fait beaucoup moins de vues. On a fait des reports de clips. On s'est essayé à faire des clips aussi nous-mêmes qui ont pour certains super bien marché, pour d'autres un peu moins. Voilà, on a aussi fait des essais qui ont moins bien marché. C'est une réalité, tu vois. Okay. Mais aujourd'hui, en plus, on évolue sur YouTube où l'algorithme est quelque chose de très compliqué à dompter. Si tu mets pas d'argent sur YouTube pour de la mise en avant, t'es parfois un peu perdu. Si tu nourris pas les gens avec du contenu très très régulier, notamment avec des shorts, parce que maintenant tout fonctionne vraiment sur des formats courts, c'est compliqué. Donc on fait plus les mêmes chiffres qu'avant, mais aucun créateur de contenu fait les mêmes chiffres qu'avant. Okay. Tu peux même écouter des Squeezie et autres en parler, ils t'expliquent à quel point YouTube c'est beaucoup plus compliqué qu'à l'époque, tu vois, c'est sûr. Ouais. Non, c'est vrai. Et t'as reçu un peu tout le paysage, enfin une grande partie du paysage rap. Ouais. Est-ce que tu es toujours connecté avec tout ce qui sort? T'écoutes tout ce qui sort, en fait? Franchement, ouais, hein. Franchement, ouais. T'es gros consommateur? Bah ouais, parce que d'autant plus que maintenant, comme j'ai une casquette de DJ aussi en plus, j'ai même envie de te dire, j'écoute même encore plus qu'avant, tu vois. Okay. Et j'aime pas tout ce qui sort, c'est sûr, tu vois, mais je fais toujours l'effort d'écouter, au moins d'écouter quelques titres phares d'un album, ou d'avoir une écoute un peu superficielle pour les projets qui m'intéressent le moins. Par contre, les projets qui m'intéressent, ouais, je les écoute et je les consomme à mort. Okay. Mais
Mais je trouve que cette année 2023 est un peu plus et c'est une année qui est un peu décevante, je trouve, en vrai de vrai, d'un point de vue musical. On était sur des belles années précédemment. Et là, cette année, après, ça tient à rien. Hein. Et là, on est début septembre. Il suffit que l'album de Freeze soit un classique et qu'il y ait derrière un 3-4 pour que je dise autre chose, tu vois. Ouais. Mais pour l'instant, c'est vrai que cette année, c'est la première année d'ailleurs où je me suis plutôt, où je me suis plutôt détourné du rap pour écouter d'autres projets, d'autres styles musicaux, tu vois. Je crois que c'est un peu la vie de tout le monde. Hein. Ouais. Je vais te poser la question, moi, toi, c'est quoi ton hit de l'été? Mon hit de l'été? Bah, tu vois, ça c'est un vrai sujet, quoi, parce que moi, j'identifie pas vraiment de idée, si ce n'est peut-être Sayan, tu vois, de Eus et Gazo. Ah ouais, c'est vrai. Et la reprise en IA d'Angèle d'ailleurs, qui a pas mal tourné. C'est vrai, il a à fond. Ouais, tourné à mort, ça. Fou. Mais le hit de l'été, non. Moi, mon hit personnel de l'été, c'est un morceau qui est sorti il y a plus d'1 an et demi. C'est Laptop de Kalash et Emorine, tu vois. Okay. Mais c'est pas le hit de l'été. Non, moi, je trouvais aussi qu'il n'y avait pas. J'ai dit Dave et Tiakola, ils sont venus à la fin. L'année dernière, il y avait Fade Up, par exemple, tu vois. Bon, bah voilà, ça, c'est un hit de l'été. Moi, perso, c'est Snow Allegra avec Be My Summer. Bon. Ouais. Oui, bah non, mais ça, c'est très bien, ça. Mais c'est vrai que c'était un peu light. Et voilà, je trouve ça un révélateur assez intéressant, le fait qu'il n'y ait pas un hit majeur de l'été. Tu vois, genre même la collab Nicki Minaj avec Ice Spice, tu vois, ouais. elle est cool, c'est super, en plus ça accompagne le film et tout, mais c'est pas pour autant genre, un morceau majeur qu'on va écouter dans 10 piges, tu vois. J'ai l'impression que j'ai entendu cette chanson tout le temps, mais pendant très peu de temps. Vraiment, j'ai l'impression autour de la sortie du film, plus ou moins, tu vois. Vrai, bon. Mais en tout cas, ouais, c'est vrai que c'est particulier. J'ai vécu un été extrêmement musical, moi personnellement, parce que j'ai eu la chance de jouer la musique en festival à Marseille et tout, j'en ai écouté beaucoup, mais j'ai plus écouté du chata, de la musique caribéenne, de l'afro, tu vois, plus que du rap, quoi. Tu vois. Mais on arrive à ton arc DJ. Ouais. Comment est-ce que tu commences à être DJ? Ça vient d'où cette histoire? En fait, je commence à être DJ comme tous les connards, c'est-à-dire que je passe de la musique en soirée. Je suis en mode genre non, laisse-moi l'ordi, l'iPod, peu importe la génération, tu mets où tu veux. Et au début, j'estime avoir du goût. J'estime savoir mettre l'ambiance, tu vois. Et puis ça devient un peu plus sérieux. Les gens aiment bien ce que je passe comme musique. Du coup, ça m'invite dans des petits bars, des petits endroits, tu vois. La première fois que j'ai joué devant du public, c'était au Green Lab, je pense. Mais pour toi, c'était évident de faire DJ, parce que pour moi, il y a une différence. Non, pas du tout. J'estime que je passe bien la musique. En général, c'est moi qui passe la musique. Mais pas du tout. Mais pourtant, entre moi qui branche mon truc. Ah non, mais pas du tout. Moi, j'ai estimé que j'étais DJ à partir du moment où des organisateurs m'ont payé pour que je joue et quand les gens sont venus me voir et quand c'est devenu sérieux, tu vois. Mais même ça, c'est pas vrai ce que je dis. En fait, non. Le jour où j'ai vraiment pris la mesure complète de ça, c'est quand? Je crois que c'est quand j'ai fait l'Olympia, en fait, tu vois. Et ça, c'est super récent, c'était il y a 1 an. Okay. Alors que je joue de la musique depuis 2018, 2019, plus ou moins. Ok, donc tu passes de la musique, on te plébiscite un peu pour passer plus de musique. C'est comme ça que tu te dis, je veux être DJ? Enfin, pas je veux être DJ, mais non, voilà, en fait, je vais avoir du matériel. Le fait de vouloir être DJ, le fait de vouloir jouer de la musique, c'est un truc, j'ai toujours aimé jouer de la musique, tu vois. Okay. C'est simplement qu'en fait, j'avais toujours cette espèce de complexe. Je vais pas dire syndrome de l'imposteur parce que j'aime pas trop ce concept, mais en gros, l'idée de se dire, vas-y, mec, il y a déjà assez de DJ, t'as déjà d'autres choses à faire, tranquille, quoi. Et en fait, à un moment donné, je me suis dit, vas-y, pourquoi pas? Et aussi, un truc hyper important, c'est que quand ça a commencé à marcher pour moi, quand on a commencé à organiser nos premières soirées de Check Club, qu'on avait prévu d'être des bouquins en festival et tout, boum, le Covid est arrivé, tu vois. Ah oui, okay. Moi, ça a généré en moi une frustration de malade. Okay. Et du coup, quand le Covid le Covid s'est un peu relâché, on va dire, les restrictions sont relâchées. Moi, j'étais en mode genre, mec, maintenant on y va. Allons-y à fond, on va plus se cacher. Du Covid, c'était DJ Snake. DJ Serpent, dans un premier temps. J'ai déjà fait 2 fois que je faisais cette vanne. Mais, non, mais vrai, en sortie de Covid, je me suis dit, c'est bon, maintenant on y va, let's go. Ok. Et du coup, je fais ça, j'ai des opportunités, j'ai des dates, des festivals et tout. Et puis on arrive en novembre de l'année dernière. Et puis, il y a la collectif, Zizi Kaka Mixtape, donc les mecs, Renard, Pandrez et Chrono Music, avec qui j'avais joué aux Ardentes avec C'est super bien passé, qui me propose de faire leur première partie. Ok. Et là, je me retrouve à jouer à l'Olympia, une salle absolument mythique à Paris, avec mon blaze sur l'Olympia, tu vois. Avec mon daron qui vient me voir jouer et tout. Enfin, tu vois, genre, allez, à ce moment-là, tu peux plus faire semblant. Fou, quand même, non, mais c'est incroyable, mec. Mais c'est génial. Moi, je suis trop heureux de ça, tu vois. Je suis trop fier de ça. Ouais. Mais quand ce truc-là arrive, je me dois à moi-même, je dois aux gens qui me suivent et qui m'apprécient, de pas prendre ça juste à la légère, tu vois. Ouais. Je continuerai à avoir une approche très cool du DJing et jamais faire carré
je me prends pour je sais pas qui, nanana. Mais par contre, ok, viens, maintenant on le fait, tu vois. Ouais, donc c'est une vraie pierre. Maintenant, c'est un vrai métier. Je travaille avec 2 bookers, un booker en Belgique, un booker en France. J'ai des plugs aussi qui me permettent de jouer dans des pays d'Afrique de l'Ouest et d'Afrique de l'Est. J'ai des plugs pour jouer en Amérique du Sud, en Amérique centrale. Tu vois, quelle vie quand même. Mais mec, profitons-en, merde. Il mange, il boit et il mixe autour du monde. Enfin, excuse-moi, c'est journaliste, c'est ça? Que dans le peuple. Ouais, c'est ça que j'ai fait là-bas. Je vous conseille à tout le monde d'être nul en maths, hein, parce que là-bas j'étais nul en maths, du coup j'ai cherché plein de choses dans lesquelles il y avait les maths. C'est trop bien. Non mais en fait, en vrai, moi je vais te dire la vérité, moi ce qui a changé ma vie, c'est qu'en fait le Covid a failli bousiller ma vie, tu vois. Ouais. Vraiment. J'ai failli tout perdre pendant le Covid. C'était un enfer. Mes proches le savent, tu vois, c'était très, très, très difficile à vivre pour moi. C'était les années les plus noires de ma vie, c'était terrible. Et quand on est sorti de ça collectivement, et quand je suis sorti de ça, j'étais en mode genre ok, vas-y, maintenant on va tout faire. Ouais, ok. On va tout faire, aucune limite. Et si ça marche pas, mais allons-y. Tester. Je suis devenu comme un mec. Tu vois les types qui te font des vidéos de motivation sur TikTok là. Mal Alpha Z. Oh mon dieu. Mais et ça en fait, zoom avec des sous-titres. Sauf que là je le fais maintenant parce que tu me poses la question, mais en vrai de vrai, jamais je prendrais je donnerais ce conseil. Mais dans le mindset, je suis devenu en mode genre OK, let's go, on va le faire, tu vois. Mais des fois c'est relou ces vidéos, mais genre si je coupe le son et je coupe l'image, pour moi il y a quand même des vérités quoi. Ouais, si tu coupes le son et l'image, il reste quoi, frère? La voix du gars. Non, mais il y a plus d'image. Non, mais je caricature, mais je veux dire par là que vraiment, je me suis mis dans un mindset de, ok, viens, allez, maintenant, faisons les choses, tu vois. Ouais, ok. Pas que je faisais pas les choses avant, mais en tout cas, je l'ai fait. Plus. Ouais, avec moins de calcul, quoi. Genre en mode. Ok. Et c'est quoi la musique que tu passes en tant que DJ? C'est quoi ton style? Alors, il y a quelques catégories de DJ là. C'est quoi toi? Moi, je viens du rap, donc il y aura toujours du rap dans mes sets, c'est clair. Mais aujourd'hui, 80% de ce que je joue en soirée, c'est clairement afro, chata, bouillon, amapiano. Donc voilà, toutes des musiques plutôt afro-descendantes et des musiques caribéennes. C'est clairement ce que je joue le plus. Maintenant, comme j'aime bien me diversifier aussi et pas rester bloqué, j'ai fait venir une DJ techno de Paris qui s'appelle Urumi, qui est une amie à moi que j'adore. Et là, on a joué au Belga un samedi. Le samedi, c'est plus orienté électro. Et là, on a fait un set plutôt house tech et tout. Donc, je commence à même jouer de la house et de la tech. Et je suis très à l'aise avec ça. Moi, je t'ai vu au Café Belga, je sais plus quand, mais je t'ai vu il y a pas longtemps. J'ai l'impression que c'était il y a pas longtemps. Ouais, ça devait être en juin pour l'anniversaire du Belga, avant Maraboutage, ouais. Je crois que c'était un set afro, ça. Afro-caribéen. Ouais. Ok. Et oui, tu fais donc des trucs afro. Est-ce que tu crées ta propre musique ou non pas? Non, justement, c'est ça en fait. C'est pour ça que je te dis que je me prendrai non plus jamais trop au sérieux. C'est qu'en soi, moi, j'assume totalement le fait d'être un divertisseur. Ok. Je divertis les gens. Oui, okay. Je divertis les gens en vidéo, tu vois, avec check et tout. Et je divertis les gens dans les soirées. Je passe de la musique. J'essaie de passer de la musique cool, de faire des enchaînements qui sont sympas, d'avoir une bonne sélection, d'avoir un bon sens de comment se passe la soirée. Mais je compose pas de musique, je suis pas producteur. J'ai pas une très très bonne oreille musicale en termes de création, je parle, tu vois. Et j'ai l'humilité de le reconnaître et de le dire, tu vois, dans le sens que je me suis déjà attaqué à pas mal de sujets qui ne me sont pas destinés à la base. Ouais. Celui de la composition musicale, a priori, je vais le laisser à ceux qui savent très bien le faire. Ah ok, t'as pas l'impression que ça se... Moi souvent, je parlais, on a déjà reçu quelques DJ, j'ai l'impression que ça a commencé par je passe des sons, et puis j'ai envie de modifier ce son un peu, même si je suis pas de la musique, j'ai envie de mettre Skepta sur un truc house et... Franchement, j'exclus rien, hein. Ouais. Tu vois, si un jour je me consacre par exemple à 100% à la musique, ce qui n'est pas le cas pour l'instant, enfin, au fait de jouer. Ouais. Peut-être que là, je vais commencer à faire des mash-up et des trucs comme ça, et à terme composer. Okay. Pour l'instant, c'est pas le cas. Et tu sais, aujourd'hui, je dirais, il y a des mecs, ils ont 15 ans dans leur chambre, ils font des prods de malades pour des grands rappeurs et tout. Il y a plein de passionnés, il y a plein de gens qui vivent ça, tu vois. Ouais. Moi, déjà en tant que DJ, si je suis un peu honnête, parfois, je prends pas la place de quelqu'un, mais j'ai des opportunités qui sont dues au fait que comme j'ai une autorité liée à la musique, les gens me font confiance. J'ai pas envie que ce soit un passe-droit pour des prods alors que je suis sûr que j'ai moins de talent que d'autres et tout, tu vois. Ok. Faut rester à sa place aussi. Mais bon, pourquoi pas. Peut-être plus alors peut-être des mash-up ou des trucs comme ça. Donc peut-être recréer avec ce qui existe plutôt que de composer à 100%, tu vois. Okay. Moi, il y a un mec que j'adore, que je shout out à chaque fois, c'est DJ Viello. DJ Viello, c'est un mec qui sauve tous les DJ de Paris, de France et d'ailleurs, parce qu'il fait des mash-up entre tous les gros standards de rap US FR avec des sonorités afro. C'est génial. C'est vrai qu'il fait c'est génial. Boulot, j'adore ça. Merci DJ Viello. Je t'apprécie énormément. Tu me permets de travailler un peu moins. Et quoi, ton rôle de DJ, ça prend combien de temps maintenant de ton agenda? Parce que c'est quand même, tu bouges quand même beaucoup avec ça. Tu dis que tu fais pas ça principalement. J'ai l'impression quand même que c'est un gros arc de ta vie. Ouais, franchement, ouais.
Franchement, c'est difficile à quantifier, je te dis. Ok. Parce qu'en plus, parfois, tu vois, imagine, là, en janvier dernier, je suis parti au Sénégal. J'ai fait 4 dates à Dakar. Du coup, je suis parti, allez, une grosse semaine, tu vois, 8-9 jours, un truc comme ça. Donc, quand je suis à Dakar, je suis consacré qu'à ça. Après, évidemment, j'ai mes mails et tout, je travaille, normal, tu vois, mais écoute, je sais pas, j'arrive pas trop à quantifier. Je dirais que ça représente un peu moins de la moitié de ma vie pour l'instant, tu vois, des DJ. Ok, la deuxième moitié de ta vie, c'est journalisme vraiment. La deuxième moitié de ma vie, c'est le journalisme, check. Je fais aussi un peu de consultance. Je fais du media training. Enfin, je fais des choses, tu vois, qui sont pas du tout publiées sur les réseaux, qui sont des trucs qui sont en plus du registre de ma sphère professionnelle et tout, tu vois, sur lesquels je fais pas de publicité parce que de toute façon, les gens s'intéressent pas à ça, tu vois. Donc il y a un peu de ça, un peu de prospect aussi sur sur mes différents projets. Du travail de veille aussi, hein. Donc la veille, c'est quoi? C'est écouter des projets, regarder ce qui sort sur internet et tout, machin, tu vois. Tu sais, j'ai un boulot qui est assez difficile à capter dans le sens que bah j'ai pas de bureau, j'ai pas de patron du tout en fait. Et du coup je suis pas, tu vois, 9 to 5 dans une logique où je peux dire voilà, aujourd'hui j'ai fait ça. Il y a des journées par exemple où ça va paraître stupide, hein, mais je sais pas, je vais jouer à la console en écoutant les 10 albums qui sont sortis les dernières semaines, ou d'autres journées où je vais être en tournage, d'autres journées où je vais préparer un DJ set. Et c'est ça, en fait, tu travailles tout le temps. Bah oui, c'est vrai. Tu consommes ce qui se passe. De deux choses, tu peux voir tu peux voir ça des deux. Tu travailles jamais. Soit je travaille jamais, soit je travaille tout le temps. C'est ça. Certains de mes amis ont tendance à dire que je travaille jamais, je trouve pas ça cool. Mais, soit je travaille tout le temps. Mais par contre, c'est vrai, tu peux me voir dégainer mon téléphone à 3h du mat, et comme un geek à écrire une idée, un concept, un truc, tu vois, donc je me repose beaucoup et je me repose jamais. Je suis dans une dualité permanente, tu vois. Et, ta date en tant que DJ phare, c'est Olympia pour toi. C'est le truc qui traite le plus à l'esprit. Ouais. Parce que j'entends Sénégal et tout. Est-ce qu'il y a une date qui t'a marqué plus que l'Olympia? Franchement, jusqu'à il y a très très peu, c'était l'Olympia, et je pense que l'Olympia gardera une place hyper importante dans ma mémoire. Déjà, ne serait-ce que par le fait que mon père est venu me voir jouer, tu vois, c'est quand même pas rien. Mais la date dont je suis le plus fier, c'est ma prestation aux Ardentes cet été-là, tu vois. Ok. C'était un énorme challenge parce que l'année dernière, j'étais venu avec un plateau Check Club, donc je me cachais un peu derrière le fait qu'on était avec un collectif. Cette année, j'étais booké en mon propre nom, j'étais booké le samedi à 20h. C'est quand même pas rien, tu vois, ou 20h ou 21h, je sais plus, enfin bref. En face de moi, il y avait J Balvin. J'avais comme mission de rassembler ceux qui veulent écouter du rap à ce moment-là de la journée, tu vois. Et la chance que j'ai eue, c'est que le concert de Gazo se termine, et il y a mon booker Pierre Verweyen, à qui je fais un gros bisou, qui me dit mec, on s'en fout de l'heure de passage parce que je devais jouer genre 10 minutes après, tu vois. Il me fait bombarde maintenant. Et les platines étaient pas prêtes, les ingé sons, ils avaient merdé un truc, je sais pas quoi, blablabla. Et je bombarde le son, et je vois vraiment une foule de gens qui sortent du concert de Gazo, qui se dirigent vers, je sais pas, le bar ou j'en sais rien, et qui dévient pour venir vers le chapiteau où j'étais, tu vois. C'est un chapiteau de 3000 personnes, plus ou moins. Et là, je me suis dit, ok, d'accord. Et là, ils sont venus, ça arrivait de partout. Ils ont rempli le truc, je crois, vraiment, mais en 45 secondes. Et je les ai tenus jusqu'à la fin, et je me suis dit, ok, bon, là, c'est parti. Et j'ai joué pendant 20 minutes avec une seule platine, à devoir baisser le son, dire faites du bruit pour les transitions, genre vraiment, ça m'a rappelé l'époque où je jouais avec un iPod, quoi, tu vois, vraiment. Et puis je les ai tenus, et c'était trop cool. Le public était grave réceptif, ils étaient super chauds, c'était trop bien. J'étais très heureux de ça. Donc ça, c'était vraiment une super date, ouais. Et j'ai fait aussi une date assez particulière que j'ai bien aimée cet été. C'était dans une free party sur une plage à Marseille, d'un collectif qui s'appelle la Savage Party. Et là, c'était cool parce que c'était vraiment la culture pour la culture, quoi. Et il y a pas de billet d'entrée, il y a rien, c'est une table de mix, des enceintes, une plage, 3h du mat, la police qui peut débarquer à tout moment, tu vois le côté un peu brut, quoi, tu vois, de la fête. Et donc c'est ça que j'aime bien. C'est ça que j'aime bien ce contraste, tu vois. D'un côté, un festival archi bien organisé où t'es super bien reçu, où t'es un peu comme une resta, nana, et un autre truc où t'es là, canette chaude d'Heineken en main, à l'arrache, en train de jouer sur la plage. J'aime bien ça. C'est toutes les ambiances qui me plaisent, tu vois. Et majoritairement, tu joues en France ou en Belgique? Ou c'est vraiment moitié? Non, je dirais, le pays est un peu plus grand. Sur une année, sur une année, quand même 60-40 en Belgique, je pense, quand même, tu sais. Ok. Parce qu'en Belgique, j'ai quand même des dates assez régulières, tu vois, dans les clubs ou dans des bars comme le Casco, le Belga, etc., tu vois, donc non, c'est quand même plutôt en Belgique, et puis en France, c'est plutôt sur la saison estivale, pour les festivals, des trucs comme ça, ou alors ponctuellement, là, tu vois, je vais jouer dans un gros festival à Rennes début octobre, par exemple. Donc voilà, ça dépend un peu, et là, je vais repartir en hiver, donc soit fin de l'année, soit début de l'année prochaine. Et je vais essayer de repartir en tournée. J'espère faire en 2 temps, donc Sénégal, Côte d'Ivoire et Rwanda, Burundi, tu vois. Ok.
Pas mal, l'a vu quand même. Plutôt bien. Et je devais jouer à Kinshasa cet été pour les Jeux de la francophonie, mais ça a été annulé parce qu'il y avait des problèmes d'organisation, etc. On est dans une année compliquée pour les RDC, donc voilà. C'est des élections et donc forcément tout est compliqué. C'est vrai, c'est toujours compliqué un peu. Et pour toi, tu l'expliquais, t'es ton propre patron, donc tu travailles un peu. Est-ce que c'est stressant à gérer parce que t'es ton propre patron, tout dépend un peu tu dépends de toi-même à 100%, tu vois, t'as pas un truc. Est-ce que des fois t'arrives à des moments où je suis actuel, je suis un peu à la mode, où mon émission fonctionne, du coup tout le monde, on me fait un peu plus facilement confiance, etc. Est-ce que des fois ça te stresse de te dire, imagine, je sais pas, il y a un nouveau gars qui pop et qui représente un peu plus, est-ce que je perds quoi? En fait, si tu veux, en fait c'est un truc auquel on est toujours confronté, tu vois, vraiment. C'est une question qui est importante à se poser. Il faut savoir quelle est sa place. C'est un truc dont je parle souvent avec Mehdi aussi, de savoir arrêter à temps, tout ça, machin. Moi, j'estime que tant que je suis pertinent, tant que je suis sollicité, tant qu'on fait des trucs qui sont appréciés par les gens, que ce soit en vidéo ou en DJ, d'ailleurs, les deux, hein, continuons, quoi, tu vois. Je pense que j'ai assez de recul sur moi-même, assez de lucidité, je suis assez honnête avec moi-même pour capter le moment venu où je serai dépassé, tu vois. Tu penses? Ouais, je pense vraiment. Par exemple, c'est hyper dur, quand même. Moi, je donne un exemple concret. Un mec comme, toute la génération des mecs comme Raska, Théodore et compagnie, machin et tout. Moi, aujourd'hui, j'estime que ce qu'ils font, c'est mieux que ce que je fais sur Check, tu vois. Et j'ai aucun problème à le dire. Genre, c'est différent, certes. C'est des mecs qui ont grandi aussi, enfin, qui ont regardé Check et qui ont consommé du Check parce que je le sais. Mais je trouve que cette génération-là, ils apportent un truc qui est incroyable. De la même façon, par exemple, que Alvaro qui développe Rap Plume sur Twitter et qui commence à faire de la vidéo, c'est vachement bien aussi. Moi, je vois plein de jeunes qui sont beaucoup plus cool et beaucoup plus populaires que moi, tu vois. Genre, un mec comme Raska, justement, tu vois, qui est un gars avec qui on aurait même pu collaborer sur Check à l'époque, puisque je sais que j'avais il avait demandé s'il pouvait bosser avec nous, je sais plus si c'était un stage, n'importe quoi, on n'avait pas les moyens de le faire et tout. Donc, c'est des mecs qui viennent aussi de cette culture-là et qui aujourd'hui sont beaucoup plus big que moi. Et moi, j'ai aucun problème avec ça, dans le sens que moi, j'ai jamais aspiré à être une personnalité publique à part entière sous mon propre nom. Pendant des années, j'ai toujours mis mes projets en avant par rapport à ce que je suis. Et là, c'est la première fois que je le fais, c'est sur le DJing et sur la musique. Ok. Tu vois? Mais sauf qu'en fait, j'arrive là-dedans un peu tu vois, moi, j'ai 37 ans. Du coup, j'ai pas non plus des attentes démesurées par rapport à ça. J'ai des ambitions, j'ai envie de m'amuser, j'ai envie de kiffer. Mais je nourris pas de frustration ou pas vraiment de peur par rapport à ça. Et sur le fait d'être son propre boss, quand ça marche bien, c'est génial. Parce que tu dois le compte à personne. Quand les mois où c'est plus compliqué, niveau thune, il y a moins de rentrée et tout, tu te remets un peu en question, tu réfléchis. Mais j'essaie de garder toujours la tête froide parce qu'en fait, si tu veux, ce mode de vie-là, je suis tellement heureux de l'avoir. Je voudrais le changer pour rien au monde. Je suis prêt à faire des sacrifices s'il le faut. Okay. Je suis prêt à passer par des phases un peu plus descendantes et tout, tu vois. C'est comme pour Check, hein. Check, on aurait pu arrêter ça pendant le Covid. On n'avait plus d'oseille, on pouvait plus rien faire, tu vois. Il y a plein de moments où j'aurais pu arrêter Check. Là, même là, avant Check Drink, on n'avait plus sorti de vidéo depuis janvier. Et là, maintenant, ça repart et je suis hyper heureux et j'espère que ça va partir pour longtemps, mais moi, je pourrais, c'est un projet que j'aime trop, je pourrais jamais le laisser tomber, tu vois. Ok. Genre, on va pas disparaître, tu vois. Par exemple, un média comme OKLM, il a disparu. Et en laissant des gens sur le carreau et tout, ça a été assez dramatique. Check, je pense pas, en tout cas j'espère pas un jour dire c'est fini, parce qu'à tout moment on le réactive, tu vois, on peut toujours. Okay. Tu peux jamais dire qu'un truc est fini. On vit dans une période musicale et dans une période culturelle cyclique à mort. T'as des acteurs qui reviennent, on pensait qu'ils étaient morts. Des rappeurs qui reviennent, on pensait qu'ils étaient morts. Des animateurs radio, télé, des youtubeurs, tout ce que tu veux, mec, tu peux te renouveler en permanence. C'est ça que je trouve incroyable. Ok. Et tu l'as dit, avec Check, vous avez pu inspirer des gens plus jeunes. Tu vois, je pense à Check, moi je pense à Mehdi Maizi, je pense à Nifa, je pense à un milliard de personnes qui font des trucs que même moi j'ai consommé. Ouais. Je consomme Nifa à mort maintenant, en plus dernièrement. Mais toi, tu consommais quoi? C'est quoi que t'as en média rap? Parce que tu viens du journalisme un peu plus classique, mais est-ce que t'avais un peu des trucs en média rap? Moi, j'étais un gros lecteur de l'Abécédaire du son. Ok. Et du coup, c'est un gros consommateur de l'émission de l'Abécédaire du son sur Dailymotion, à l'époque animée par Mehdi. J'ai toujours bien aimé le travail de Bouscapé aussi, clairement, tu vois. Ok. J'aimais bien c'est pas vraiment un média, mais j'aimais bien les freestyle de Planète Rap. Je pense que ça fait partie de notre culture aussi, c'est important, tu vois. J'aimais beaucoup les vidéos de Tonton Marcel, à l'époque. Tonton Marcel, j'oublie toujours. Ouais. Le légendaire. Ndaoud.com, toujours cœur du terre-terre, Tonton Marcel. Bon, il a des histoires un peu bizarres en ce moment, donc j'ai pas vraiment le shout-out et tout. Mais en tout cas, à l'époque, je regardais ça. Et puis, j'ai regardé, Los, comment ça s'appelait ce truc encore? Reality Mag. Tu sais, les documentaires sur les clashs dans le rap français, là.
C'était aller voir ça, c'est des documentaires incroyables où il allait voir Zoxy qui était en clash avec L.I.M, puis il allait voir Booba et puis machin et tout, et ça c'était génial. Je crois que c'est Menace sur la planète rap, un truc comme ça. Je me rappelle plus du titre exact, mais il y en a 2 dans mes souvenirs de documentaires. Ça j'adorais. C'est fou. Je regardais sur Dailymotion à l'époque. Et ouais, ça essentiellement. Tu consommais surtout des trucs français. T'as jamais consommé des trucs US en rap, non. En rap, moi j'ai toujours eu enfin pas toujours, mais j'ai toujours eu un décalage de fou entre ma consommation de rap FR et rap US. En rap US, je suis resté vachement bloqué, genre c'est horrible ce que je vais dire, hein, mais genre je suis vachement resté sur ce que j'écoutais quand j'étais jeune. Ok. Tu vois, donc plutôt clairement Jay-Z, Snoop, Nas, Eminem, enfin c'est affreux de dire ça, j'ai l'impression d'avoir 125 ans, tu vois, mais c'est la vérité. Après j'ai pris évidemment Lil Wayne, puis Kendrick, puis Drake, et puis tu vois les Migos, c'est pas mal de trucs à gauche à droite et tout, mais aujourd'hui je suis à jour à 100% sur le rap FR. Sur le rap US, je suis pas à jour. Et d'ailleurs, c'est pour ça que j'ai quasiment jamais traité de rap US sur Check, parce que j'estime pas du tout avoir la légitimité pour le faire. Vraiment pas, tu vois. Bah, si t'as consommé ça, tu pensais quand même pas? Mec, aujourd'hui, je suis pas assez à jour. Ah non, sur les nouveaux noms, mais... Non, si tu veux qu'on fasse un rewind, tu vois, et qu'on se dit, viens, on se fait une grosse émission de 2 heures où on parle du rap US de 84, à 2017, 2015, allez, 2015, on va dire, je sais pas, pourquoi pas. Là, ces dernières années, je suis un peu gay-là. Et je le reconnais totalement. Ouais, bah c'est normal. Même moi j'ai l'impression de suivre, j'ai l'impression que c'est un peu nul maintenant. Enfin, pas un peu nul. C'est un truc de dire. Mais pas nul, mais. Ouais, mais ça, c'est pas un discours que j'ai envie d'avoir non plus, tu vois. Pas nul, mais. Je sais pas comment dire. C'est différent, quoi, tu vois, Je sais pas comment dire. Ouais, pas nul. Je sais pas. C'est différent. Je sais pas. Et après, moi, tu vois, le pire, c'est qu'en plus, moi, j'ai des goûts de shot, hein, en rap US. Genre, non, mais genre, tu vois. Jay-Z, Eminem, puis il y a des non, pardon, non, ça se fait récemment. Non, t'es un ouf, toi. Arrête. Non, par exemple, moi, j'adore Ice Spice, moi, aucun problème. Tu vois? Oui, ok. Mais moi, je trouve ça super, Ice Spice. C'est pas mauvais? Non, c'est pas mauvais, mais tu vois, tu vas avoir des mecs qui vont te dire que c'est pas elle qui écrit, que nanana, que moi, c'est j'aime bien, par générique. exemple, regarder Iconic, il aime tout le monde. C'est Iconic, ouais. Non, mais tu vois, je sais pas, voilà, moi, j'écoute des trucs qui viennent. Ouais, je suis plus dans le UK, par exemple, que dans le rap, tu vois. Okay. Que dans le US, par exemple. Ok, UK, tu suis un peu plus? Un peu, mais pareil, tu vois, je suis pas en fait, t'es très rap français. Ouais, rap francophone. Je suis très rap francophone, ouais. Mais Belgique, tu suis toujours autant ce qui se passe ici? Ouais, Belgique, toujours autant. Non, toujours autant, mais on est dans un creux un peu en Belgique. On est dans un creux. On n'a pas réussi, à mon sens, à amener la seconde vague. Après la vague Damso, Hamza, Kaba, Gigi, enfin la fameuse, tu vois. Je trouve qu'on a un peu eu du mal à donner un second souffle à ça. Je pense qu'en fait, les rappeurs belges sont tellement devenus des rappeurs identifiés comme étant des rappeurs français ou francophones, appelons ça comme on veut, que la spécificité belge, elle suscite moins d'intérêt aujourd'hui. Okay. Moi, je le vois dans les labels en France et tout. Avant, ils voulaient signer absolument le belge et tout. Tu vois, jusqu'à la génération des frénétiques et tout, il fallait un belge, nanan. Aujourd'hui, je t'avoue, et c'est même pas ce que je pense, et je le sais, dans les labels en France, il y a plus vraiment d'intérêt particulier pour ça. Okay. C'est devenu, t'es un rappeur comme un autre, il faut te battre pour ça, tu vois. J'ai beaucoup d'espoir en le YG Pablo, ça c'est sûr. Je pense que Green Montana est en train de faire son bonhomme de chemin très bien même et tout. Il y a d'autres artistes encore, justement, comme Frénétique, en qui je crois encore, même si ça a été un peu plus difficile avec ses problèmes de label, des trucs comme ça et tout. Le simple fait que Fresh gagne Nouvelle École avec tout ce qu'on peut penser de lui montre qu'il y a encore de quoi avoir de l'espoir en Belgique, puisqu'en Belgique, quasiment personne ne le connaissait, tu vois. Ouais. Donc, moi, oui, mais... Et toi qui es très rap francophone, tu penses quoi du fait qu'on dise un peu que c'est la fin de la domination du rap pour le latino et l'afro dans le monde? Qu'est-ce que t'en penses, toi? Alors déjà, oui, je pense clairement qu'on a vécu des années où le rap était la musique la plus populaire du monde. Ouais. Là, aujourd'hui, c'est plus le cas, clairement. Je pense que la musique la plus écoutée au monde aujourd'hui, ça doit être le reggaeton, j'imagine. Tu vois, ça doit être Bad Bunny tout seul, à lui tout seul. Ou Bad Bunny. Ça doit être Bad Bunny. En fait, c'est assez logique parce que je pense que que ce soit le reggaeton, la baile funk, l'afrobeat, ou même la mapiano dans une autre mesure, même si c'est beaucoup moins mainstream. Enfin, plein de styles musicaux qui sont beaucoup plus internationaux et qui touchent beaucoup plus de gens sur Terre, en fait, en vrai, tu vois. Je pense qu'il y a une dimension beaucoup plus internationale à ça parce qu'il y a une dimension,
en fait, si tu veux, comme le monde entier est fait d'évolution et de peuples, enfin, d'évolution migratoire, d'évolution de culture, de mélange, est-ce que tu veux, etc. Et que dans ces musiques-là, il y a des mélanges justement de musique africaine, de musique sud-américaine, plein de choses, de tout ce que tu veux. Bah, ça fait une sorte de tout ça mélangé à de la pop musique, tout ça mélangé avec des sonorités électro ou tout ce que tu veux dessus. Bah, t'arrives à un moment où, dans un monde qui est métissé, diversifié, tout ce que tu veux, c'est pas étonnant que ce soit ça. Ouais, moi, je trouvais que c'était étonnant, que ça l'était pas avant. Oui, mais tu sais, il faut aussi un peu le temps et il faut aussi que tous les pays du monde stream aussi, tu vois, par exemple. Il y a des enjeux majeurs sur le streaming en Afrique, par exemple, tu vois. Où aujourd'hui, bah, ça reste encore YouTube dans beaucoup de pays qui est l'outil principal de stream. T'as des plateformes qui se développent là-bas et tout, qui vont donc donner des chiffres et des tendances différentes. Il faut aussi parfois que certains DJ mettent en avant certains styles musicaux pour que le monde entier s'y intéresse. Évidemment que c'est pas Drake qui a fait le succès de l'Afrobeat parce que Drake n'était pas né quand Fela Kuti était déjà une star internationale, mais des artistes comme Drake ont clairement mis en avant, tu vois, de la musique Afrobeat. Et donc tout ça évolue dans ce sens-là, mais par contre ça me fait pas très peur pour le rap parce que je pense que ça va aussi pousser le rap à se réinventer. Et puis c'est normal après toutes ces années à être comme ça au top. Il y a aucun genre musical qui reste au top à vie, tu vois. J'ai une dernière question pour toi. J'ai tâché d'y répondre. T'es un gars de l'ancienne, qui Jay-Z, Eminem, on a entendu, rap français à l'ancienne. Si tu mets ça en quote de la vidéo, je te jure, je l'avais supprimé. Il est hors de question que tu me fasses passer pour un boomer. Non. C'est quoi ton dernier album que tu qualifies, ton dernier album que t'as vraiment kiffé pour toi en rap français? Le dernier album. Saison 0 de Luigi. Ok. 100%. J'adore Luigi. Je l'aime de tout mon cœur. J'étais le voir au Zénith, c'était extraordinaire. Dès qu'il a l'affiche dans quelques villes que ce soit, près de chez moi, j'y vais. En festival, j'y vais. J'ai eu l'occasion d'avoir une discussion passionnante avec lui l'année dernière. On a refait le monde pendant 2 heures. On a parlé amour, musique, relations toxiques et autres. Et je trouve que son album qui est un album qui est super personnel, qui est très musical, qui est très bien, avec un chouette storytelling, où il y a pas vraiment de hit, ça c'est une réalité clairement, mais en même temps moi je m'en fous. Je l'écoute, je le consomme, je le réécoute dans l'ordre en plus. Donc ouais, c'est saison 0, je sais jamais si on dit saison 00 ou saison 0. En tout cas, saison 0. Saison 00 hein, c'est ça. Ah, c'est 0. Ouais, double je 0. sais pas, moi saison 0 ou saison 00, je ne sais pas. OK, tu te l'es pris directement ou pas? Instant. Premier instant, ouais. Okay. Instant. Quand tu commences à faire première année L1, deuxième année L, machin, enfin, tout. Mais pour moi, c'est pas un artiste à hit, hein. C'est toujours, pour moi, j'ai toujours besoin d'écouter c'est pas un artiste à hit, mais figure-toi que son regain de succès, pourtant, vient des snippets TikTok, tu vois. Oui, non, c'est vrai, mais je veux dire, j'ai l'impression qu'il y avait un peu dans un son, tu vois, dans le sens où j'ai pas l'impression de penser à un hit. Moi, j'ai l'impression que même si ça revient de là, j'ai l'impression que quand j'écoute un projet, même, celui que j'écoute le plus, ça doit être Boscolo, j'ai l'impression que tu dois écouter. Je me dis, je peux avoir un préféré, mais j'ai l'impression que tu dois tout écouter. Non, mais il y a pas de hit, mais par contre, le gimmick, tu ne vis que pour les caméras. Ouais, hop, boum, TikTok, tac, et voilà, let's go. Et il en parle lui-même, hein. Dans l'interview avec Nifa, il en parle. Ouais, c'est vrai. Voilà. Bah, merci. C'est moi qui te remercie, mec, écoute. C'est incroyable. En plus, on termine sur Luigi. Moi, tant qu'on cite Luigi, 50 Cent et Kanye West, c'est bon, je dors bien. Si je peux te rendre heureux, mon pote. Ouais, c'est saison 00. On me confirme dans l'oreillette en régie que c'est bien saison 00. Donc voilà, j'ai réussi à mal prononcer le nom de l'album que j'ai préféré cette année. C'est Martin Vacheri, c'était tout pour parce que c'est pas un ancien album. Allez. Non, ne dis pas ça, pitié. Merci, franchement, c'est un plaisir. Merci à toi, mon frérot, ça m'a fait plaisir. Super. Et prenez soin de vous.